Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche un peu tout le monde, mais dont on parle finalement très peu, l'argent. Et surtout, comment le faire travailler pour soi. Exactement. On a décortiqué pour ça un entretien vraiment passionnant avec Mounir Lagoun, un expert financier qui a une approche, on peut le dire, assez décapante. Ah oui, clairement. Et la mission qu'on s'est fixée, c'est simple, extraire ses conseils les plus concrets, les plus actionnables, pour passer de la petite épargne qui dort à un vrai patrimoine qui se construit. Et attention, on va bousculer quelques idées reçues. Ah ça oui, à commencer par le grand rêve français, être propriétaire de sa maison. En fait, ce qui est frappant dans cet entretien, c'est qu'il met le doigt sur un vrai grand écart. C'est-à-dire, D'un côté, il y a la vision de l'argent en France. C'est la peur du risque, la focalisation sur l'immobilier, le livret A, qui dort? voilà, qui dort. Et de l'autre, il y a les mécanismes réels qui permettent de construire de la richesse. Et son constat est sans appel. Lequel? Le principal obstacle, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de compréhension et un état d'esprit qu'on hérite. L'argent, c'est le tabou ultime, et ce silence, il nous coûte très, très cher. Alors brisons ce silence. D'après lui, l'erreur numéro 1, celle qui est vraiment à la racine de tout, c'est cette idée que l'investissement, c'est pour les autres. Pour les riches, Pour les riches, les traders, les gens qui savent. Il y a une statistique dans son interview qui est juste hallucinante. laquelle? 78% des Français pensent avoir plus de chances de gagner au loto qu'en bourse. C'est qualifié d'absurde, et ça l'est. Mathématiquement, c'est l'inverse total de la réalité. C'est fou quand on y pense. Le loto, c'est une taxe sur ceux qui ne comprennent pas les probabilités. L'espérance de gain est négative. La bourse, sur le long terme, ce n'est que le reflet de l'économie mondiale qui, par nature, est en croissance. Mais d'où vient cette mentalité alors? Alors, il l'explique très bien. Ça vient de plusieurs choses. Déjà, son histoire personnelle. Il raconte que ses parents étaient ce qu'il appelle des anciens pauvres. Pour eux, l'argent, c'était la peur du manque, le stress. Donc on n'en parlait pas. Jamais. Et ce silence, cette culture, elle se transmet de génération en génération. Et l'école n'arrange rien, j'imagine. Absolument pas. Il souligne un point qui fâche. On peut faire 15 ans d'études, apprendre des choses ultra complexes, mais on aura eu 0 minute de formation en finances personnelles. C'est vrai. Jamais. Et il se demande, sans tomber dans le complotisme, si ce n'est pas un peu fait exprès pour maintenir les gens dans une sorte de dépendance. C'est une question intéressante. Et ça nous amène au troisième pilier de cette inertie, le système de retraite français. Pendant des décennies, le message c'était « Ne vous inquiétez pas, cotisez, l'État s'occupera de vous ». Ça a complètement anesthésié la prise de risque personnelle. Exactement. Sauf que le contrat a changé. Le système a été créé en 1945. À l'époque, l'espérance de vie était de 65 ans. L'âge de la retraite, 65 ans. Le calcul était simple. Mathématiquement, ça tenait la route. Aujourd'hui, on vit en moyenne jusqu'à 85 ans pour une retraite à 64 ans. Avec de moins en moins d'actifs, le calcul n'est juste plus bon. C'est un constat assez angoissant. Du coup, si on ne peut plus compter que sur l'État, il faut se construire son propre système. Mais on commence par où? Surtout quand on a l'impression d'être déjà ric-rac à la fin du mois. Alors, justement, l'idée, ce n'est pas de faire peur, c'est de responsabiliser. Et la toute première étape, avant même d'investir, c'est de reprendre le contrôle de son budget. Pour ça, il y a une méthode simple, universelle, la règle du 50-30-20. Le 50-30-20? Le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Mais un b.a.-ba que quasiment personne n'applique. Alors, décomposons ça. Prenons un exemple concret. Un salaire de 2000 € net. Ça donne quoi? C'est très simple, 50%, donc 1000 euros, partent dans les dépenses essentielles. Le loyer, les factures, les courses, les transports. Tout ce qui est incompressible. D'accord. Ensuite, les 30%, soit 600 €. Ça, c'est la partie plaisir. Les restos, les vacances, Netflix, le shopping. Et là-dessus, son approche est très claire. Il ne faut surtout pas sacrifier cette partie. Ah, c'est intéressant ça. Oui, parce qu'essayer de vivre comme un moine, c'est le meilleur moyen de tout abandonner au bout de 2 mois. La gestion de budget, ça doit être durable. Et il nous reste les fameux 20%, les 400 €. C'est ça l'argent qui va tout changer. Exactement. Ces 20%, c'est ce qu'il appelle la paye pour le soi du futur. C'est la part qui va à l'épargne et à l'investissement. Et la clé absolue pour que ça marche, c'est l'automatisation. C'est-à-dire? Mettre en place un virement automatique le jour où le salaire tombe. L'argent part sur un autre compte avant même qu'on ait le temps de le voir. Sa phrase est géniale. On ne peut pas dépenser l'argent qu'on ne voit pas. C'est un simple hack psychologique, mais c'est hyper puissant. Surpuissant. Mais bon, pour mettre ces 20% de côté, il faut bien les trouver. J'imagine qu'il insiste sur la chasse aux dépenses inutiles. Ah oui, c'est la première étape. La première chasse au trésor.
Et le gisement le plus évident, ce sont les abonnements. Les abonnements. Apparemment, un Français en aurait 10 en moyenne, et la moitié serait totalement inutilisée. La salle de sport où on ne va plus, l'assurance pour un téléphone qu'on n'a plus, On peut vite libérer des dizaines d'euros par mois, sans effort. facilement. Et il y a un autre point sur lequel il est très virulent, les frais bancaires. Pour lui, en 2025, payer pour un compte courant, c'est lunaire. C'est un de ces grands combats, ça. Totalement. Il parle de syndrome de Stockholm avec les banques traditionnelles. On reste fidèle à la banque de nos parents, on paie des frais pour tout, en pensant que ça va nous aider pour un crédit. Et c'est un mythe. C'est un mythe total. Les banques en ligne sérieuses proposent des comptes et des cartes gratuites pour le même service, voire un meilleur. Passer à une banque gratuite, c'est une augmentation de salaire net d'impôt. Immédiate. Attends, ça veut dire qu'on peut avoir un compte en banque qui ne coûte absolument rien. Je dois avouer que je suis encore chez la banque de mes parents, et ce syndrome de Stockholm, ça me parle beaucoup. Et ça parle à des millions de personnes. Une fois qu'on a fait ce ménage et dégagé ces 20%, il y a une étape cruciale avant d'investir. Le matelas de sécurité. Le fameux matelas de sécurité. L'argent pour dormir tranquillement la nuit. Le fonds d'urgence. Voilà. Il recommande 3 à 6 mois de dépenses essentielles, le 50% du budget, sur un compte sans risque et liquide. Le livret A, c'est parfait pour ça. Comme ça, si la machine à laver lâche, on ne panique pas. Exactement. On pioche dedans sans stress. Et une fois que ce matelas est rempli, on n'y touche plus. On n'ajoute plus un euro dessus. C'est à partir de là, et seulement à partir de là, que les 20% mensuels peuvent aller vers des placements plus dynamiques. Ok, le matelas de sécurité, je comprends, c'est logique, mais ensuite, la bourse. Honnêtement, même avec un matelas, l'idée de mettre son argent dans un truc qui peut perdre 20% en une semaine, ça reste terrifiant. C'est la question centrale. Et sa réponse, c'est un changement total de perspective. C'est-à-dire? Il nous pousse à voir les choses à l'envers. Quand le marché baisse, ce ne sont pas des pertes, ce sont les soldes. Les soldes. Oui, c'est le moment où les actifs de qualité sont moins chers. Le réflexe naturel, c'est de paniquer et de vendre. L'investisseur intelligent, lui, continue d'acheter. C'est facile à dire, acheter quand ça baisse. Mais quand on voit son portefeuille tout en rouge, le premier réflexe, c'est de tout arrêter. Pas de remettre de l'argent. C'est complètement contre-intuitif. C'est toute la difficulté, oui. Et c'est pour ça que l'automatisation dont on parlait est si puissante. Elle enlève l'émotion de l'équation. Ah oui, c'est vrai. Le virement programmé de 400 € part tous les mois. Que le marché soit euphorique ou en panique. Ça nous force à lisser notre prix d'entrée sur le long terme. L'automatisation est notre meilleur allié contre nos propres émotions. D'accord. L'approche psychologique est claire. Mais concrètement, on achète quoi, là? On ne va pas se mettre à analyser les bilans de LVMH, quand même. Surtout pas. Il insiste. Le stock picking, essayer de choisir la bonne action, c'est un jeu de perdant pour 99% des gens. La solution, c'est les ETF, les trackers. Les fameux ETF. Il utilise une analogie que j'adore pour les décrire. L'analogie de la playlist, oui, c'est très parlant. Au lieu d'essayer de trouver la chanson de l'année, on achète une playlist qui contient les 500 meilleures chansons du moment. Et un ETF, c'est pareil. C'est pareil, c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice entier, comme le CAC 40. On achète des petites parts de 40 entreprises d'un coup. L'avantage, c'est qu'on n'est pas dépendant du succès d'une seule boîte. C'est le premier avantage ETF, la diversification instantanée. Un seul ETF MSCI World donne accès à plus de 1500 entreprises dans 23 pays. Le risque est incroyablement dilué. D'accord. Deuxième avantage, les frais. Ils sont jusqu'à 10 fois moins élevés que les fonds des banques traditionnelles. Et enfin, il y a ce concept qu'il appelle l'auto-nettoyage. L'auto-nettoyage. Oui, l'indice se met à jour, les entreprises qui déclinent sortent et sont remplacées par les nouvelles étoiles montantes. Sans rien faire, on reste investi dans les boîtes les plus performantes. On devient un passager de la croissance mondiale, quoi. C'est puissant comme idée. Et il donne 2 recommandations très simples pour commencer. Oui, il déteste la complexité. Ces 2 suggestions, c'est primo, un ETF MSCI World. C'est le plus diversifié, on parie sur l'économie mondiale. Et la deuxième? Secondo, un ETF S&P 500. Là, on se concentre sur les 500 plus grandes entreprises américaines, la locomotive mondiale. Et il précise que même ses clients millionnaires ont des portefeuilles basés là-dessus. C'est simple. Parfait. On a le plein d'actions. Maintenant, il faut qu'on parle des mythes qu'il démonte. Et le plus gros, le plus ancré en France, c'est la résidence principale. Il pose la question cash. Est-ce que c'est un bon investissement? Et sa réponse est non.
catégorique. Ça va faire grincer des dents. Mais sa nuance est importante. Laquelle? Il ne dit pas que c'est une mauvaise décision de vie. Il dit que ce n'est pas un bon investissement financier. Il appelle ça un immobilier de jouissance. J'aime bien le terme. On achète un toit, de la sécurité, le plaisir de décorer ses murs. C'est un achat émotionnel. Et c'est OK, mais il faut le savoir. D'un point de vue financier pur, ce n'est pas l'opération du siècle. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche dans le calcul? D'abord, les frais de notaire. Il explique que 85% de cette somme, ce sont des impôts et des taxes. C'est de l'argent jeté par la fenêtre dès le premier jour. Ouch! Ensuite, le crédit. Pendant les premières années, on rembourse quasi que les intérêts à la banque. On enrichit la banque, pas soi-même. Et puis, il y a la taxe foncière qui explose, l'entretien. Et le manque de flexibilité? On est coincé à un endroit. Exactement. Mais le piège le plus sournois, selon lui, c'est qu'on utilise toute notre capacité d'endettement. On prend le plus gros crédit possible. Après ça, la banque ne nous prêtera plus pour un investissement locatif, qui, lui, est un vrai actif. On grille sa meilleure cartouche sur un passif, en quelque sorte. Voilà. C'est exactement ça. Et ça fait une transition parfaite vers l'autre grand mythe Gossi, celui du revenu passif souvent lié à l'immobilier locatif. Là aussi, son expérience personnelle est brutale. Il dit que c'est une vraie galère. Sans témoignage et sans filtre. Il explique qu'il a tout eu, les locataires qui ne payent pas, les dégradations, les problèmes de syndic, et même un immeuble qui menaçait de s'effondrer. Le cauchemar? Le cauchemar total. Sa conclusion est radicale, il est en train de tout vendre. La charge mentale, le temps, les risques, ça ne vaut tout simplement pas le rendement. Donc cette idée de se prélasser sur une plage en encaissant des loyers, C'est une illusion. Et c'est là qu'il révèle un secret de polichinelle chez les vrais indépendants financiers. Le revenu passif pur, où on ne touche jamais au capital, c'est un mythe pour 99% des gens. ah bon? Pour vivre des seuls loyers ou dividendes, il faudrait des millions. En réalité, ce que ces personnes font, c'est une décapitalisation contrôlée. Chaque année, elles vendent une petite fraction de leur portefeuille d'ETF, par exemple 3 ou 4%. Donc ce n'est pas l'intérêt qui les fait vivre. Non, c'est la vente intelligente d'une petite partie du capital qui a grossi entre-temps. Ça change toute la perspective. C'est une nuance énorme. Si on devait synthétiser les grandes leçons, la première, c'est que tout part d'un déclic mental. Il faut se défaire de l'idée que l'investissement est un club privé. Exactement. Le deuxième point, c'est la puissance des systèmes. Mettre en place un budget simple, comme le 50-30-20, et automatiser son épargne, ça fait 80% du travail. C'est de la discipline sans effort. Troisièmement, la bourse n'est pas un casino. Avec les ETF, c'est l'outil le plus accessible et le plus performant pour faire fructifier son argent. Et enfin, quatrièmement, il faut oser questionner les grands récits collectifs, la résidence principale, le revenu passif. Avoir un regard critique, c'est la première étape. Et la finalité de tout ça, au fond, ce n'est pas juste d'accumuler de l'argent. Ce qui ressort de l'entrevue, c'est que la vraie richesse, c'est la liberté. La liberté de choisir avec qui on travaille, sur quel projet et où l'on vit. C'est exactement ça. Il y a une anecdote personnelle de Mounir Lagoun là-dessus qui est incroyable. Ah oui, chez Trendline, on lui donnait le choix entre une augmentation de salaire ou plus d'actions de l'entreprise. Il a toujours choisi les actions. Et le jour de l'introduction en bourse, Il a touché 500 000 € en une journée, l'équivalent de 10 ans de son salaire de l'époque. C'est ça la différence fondamentale entre vendre son temps contre un salaire et détenir une part du capital. c'est une conclusion qui donne à réfléchir. Toute notre analyse montre comment mieux gérer un salaire, comment l'investir. Mais peut-être que la question qui change vraiment la donne est ailleurs. Au lieu de seulement penser à comment dépenser son salaire, comment pourrait-on commencer à construire, même de manière infime, une part de capital dans sa propre carrière? C'est une pensée à explorer.